Gabi. Bonjour. Merci de venir au sein de la RDHD. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les événements qui se sont déroulés à Garab-Tissane ont suscité un émoi particulier, autant au sein de la population, mais surtout au niveau de la présidence. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? On parlera plus tard de l'échange de prisonniers, on parlera aussi du vote à l'Assemblée pour déclarer que le FRUD était une organisation terroriste et des conséquences que ça peut avoir. Mais déjà, quelles ont été les conséquences de ce qui s'est passé à Garab-Tissane? Parce que je crois qu'il y a eu une prise de conscience au niveau de l'État. Merci d'abord de m'avoir reçu, de me recevoir. Les événements de Garab-Tissane a réveillé, d'abord parmi la population, un espoir, ensuite au niveau de l'État, une crainte, et même au niveau des puissances qui sont présentes militairement à Djibouti, une nouvelle donne, j'allais dire. Parce que tout le monde pensait que la transmission dynastique qui est en train de se préparer, c'est-à-dire du père à la fille ou du père au neveu, allait se faire. Était acquise, c'était une fleuve tranquille. Voilà. Et là, tout le monde se rend compte que la situation n'est pas aussi fluide que cela et que, en tout cas au niveau de l'État, c'est les branle-bas de combat, c'est un peu une panique. Donc, la réaction... Comment elle se traduit, cette panique? Une panique, d'abord, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est d'avoir déclaré que le FRUD armé a attaqué Garab-Tissane. C'est la première fois que le nom de FRUD est mentionné par le pouvoir. Oui. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dès le 13 octobre, le Parlement il a ordonné au Parlement djiboutien de voter une loi. Oui, on va en parler après. Ça, mais je crois que le Conseil de l'armée... Conséquence directe, c'était de déclarer ce mouvement-là terroriste. Oui. Et au niveau de l'armée, le général Zakaria, qui a à peu près 90 ans maintenant, mais qui est pour son âge quand même assez, pour le moment, pugnace, oui. Il fait des tournées dans différents postes avancés militaires. Dans le nord du pays. Dans le nord du pays et même dans le sud-ouest du pays, même à Tikil, même à Yoboki. Et là, c'était un peu pour sensibiliser la population sur le danger que constitue finalement le FRUD par rapport au pouvoir de Djibouti. Et qu'il voulait les mobiliser parce qu'il y a une démobilisation telle dans l'armée que jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire après le 7 octobre, c'est-à-dire ils l'ont mobilisé, ils ont envoyé toutes les compagnies, plusieurs compagnies en tout cas, dans les montagnes pour pouvoir récupérer ce qu'ils disent les otages, enfin les soldats qui ont été emprisonnés. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces forces militaires n'ont pas pris l'initiative d'aller au combat. D'aller attaquer le FRUD pour une raison simple, parce qu'ils sont tellement démobilisés et que les officiers surtout disent qu'ils n'ont pas envie de se battre aujourd'hui pour une famille. D'accord. On dit que le président Guelleh lui-même a pris peur, enfin le mot est peut-être fort, mais demande de l'aide un peu à d'autres pays. Il a profité de ses voyages pour demander de l'aide à plusieurs pays. Est-ce vrai ça? Oui, parce que malgré sa fatigue, malgré sa maladie, il a quand même enchaîné des voyages à Alger, en Égypte et dernièrement au Qatar. Dans tous les cas, il rencontre, c'est-à-dire soit des officiels soudanais, soit des officiels égyptiens. Et pourquoi il les rencontre? Et souvent d'ailleurs, en mettant à côté le ministre des Affaires étrangères djiboutien, qui devait être de la partie. Et donc,
dans toutes ces rencontres, il met en avant le Freud, une organisation qu'il dit terroriste, et qui disent est en danger par rapport au pouvoir de Djibouti. Et à ses interlocuteurs soudanais, c'est le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense soudanais, qui lui ont demandé « Mais pourquoi vous êtes aussi préoccupé par un mouvement rebelle ?» Parce que nous, au Soudan, nous avons tellement... Ils ont l'habitude. On a l'habitude. Mais ils ont dit « Mais c'est pas ça, ce mouvement-là est soutenu non seulement par l'Érythrée, mais par l'Éthiopie, mais en sous-main, il est aussi aidé par la France. » Donc c'est une façon de présenter les choses, mais ça n'a pas empêché aussi de demander à la France de faire des manœuvres communes avec l'armée djiboutienne pour justement aller dans le nord du pays, pour empêcher que la sécurité gagne du terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait cette demande? Je crois que savoir que la France a dit non. Nous ne voulons pas nous engager. On n'a pas eu d'informations là-dessus. Oui, mais nous, on a pu avoir des informations comme quoi la France n'était pas prête à faire des manœuvres communes aujourd'hui pour ratisser le nord du pays. Le nord du pays, voilà, c'est clair. On va parler maintenant, comme vous l'avez évoqué, du vote par l'Assemblée nationale, de la promotion, j'allais dire en souriant, du Freud en tant qu'organisme terroriste. Ça, c'est Guélé qui l'a voulu, j'imagine. Mais quelles conséquences ça peut avoir pour le Freud et pour ses dirigeants, même ceux qui sont en Europe comme vous-même? Donc, franchement, c'est le cas de le dire, il s'agit de la loi Guélé, parce que précipitamment, sans passer par la procédure habituelle, il a ordonné au Parlement de voter à la va-vite cette loi. Et donc, elle n'a pas été présentée au Conseil des ministres. Ça n'a pas été présenté au Conseil des ministres, ça a été directement envoyé au Parlement qu'il a voté, enfin, comme c'est long. Et donc, la première conséquence, ce sont les civils, les nomades, des gens qu'il arrêtait déjà, mais aujourd'hui, en invoquant la loi antiterroriste. Ainsi, il y a eu 6 chefs coutumiers qui ont été arrêtés dans la région de Galoptistan et de Sierre. Et dans la région de Séjoura, il y a aussi à peu près une dizaine de personnes qui ont été arrêtées et qui se trouvent actuellement au SDS, à la sécurité. Et donc, et puis, c'est une épée de Damoclès contre toute personne qui, un jour ou l'autre, va contester les pouvoirs djiboutiens, ou va même dire que le Freud... Alors, c'est contesté en interne. En interne, il peut s'en servir, mais à l'étranger. Est-ce que votre avis... Mais ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que finalement, les pays qui sont présents militairement ne l'ont pas suivi sur cette loi. C'est-à-dire, pour l'Union européenne, pour la France et pour les États-Unis, le Freud n'est pas un mouvement terroriste, selon les informations qu'on a pu avoir. Mais il a quand même émis des mandats internationaux. Ah, il y a eu des mandats? Des mandats internationaux par l'intermédiaire d'Interpol. Oui. Et que le risque, c'est pas que les pays comme la France ou la Belgique ou la Grande-Bretagne ou les États-Unis puissent extrader ces personnes, mais que le risque, c'est que lors de voyages, les dirigeants du Freud peuvent être, par exemple, interpellés à Khartoum ou en Égypte, lorsqu'ils font des transits dans ce pays-là, c'est le risque qu'il y a. Et puis c'est vrai qu'actuellement, en France, déjà, c'est constitué quand même un réseau de soutien aux Freud et aux démocrates de Freud pour garantir leur sécurité en France ou en Belgique. D'accord. Alors, le Freud a fait 6 prisonniers, si j'ai bien compris, que vous traitez bien, enfin, d'après les vidéos reçues de votre organisation, on peut
faut toujours émettre des doutes, mais enfin, j'en ai pas personnellement. Vous les traitez bien, mais pourquoi vous ne les relâchez pas? Ça serait quand même un bon geste à faire vis-à-vis de la population, de les relâcher comme ça. Ce sont des pauvres gens qui voulaient pas de mal aux Frudes et qui font partie de la population. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Oui, d'abord, au niveau des traitements des prisonniers, les Frudes, c'est une tradition chez les Frudes de bien traiter les prisonniers, et ça dure depuis la création de Frudes, et d'ailleurs le CICR en a été témoin, et même des États sont témoins de ces traitements. Selon la loi, la Convention de 1949, de les traiter d'une façon humaine. Et il s'est posé une question aux combattants qui ont arrêté ces soldats. Parce qu'à partir du moment où ces soldats s'étaient rendus, il y avait deux options. Soit on les laissait sur place, soit on les prenait comme prisonniers. Alors si on les laissait sur place, ils se sont aussi demandé si le gouvernement ou si l'armée n'allait pas soit au mieux les emprisonner, au pire les tuer. Ils se posé ces questions. Pourquoi je parle de ça? Parce que... C'est important, ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que un des responsables du camp, qui n'était pas au camp ces jours-là, et qui est resté, aujourd'hui se trouve emprisonné après avoir été torturé. Il s'appelle Odoum Hagaïb, c'est quelqu'un qui est connu dans la... Qui était le commandant donc, de Garabitsan, mais ces jours-là n'était pas là. Et donc, il y a eu d'autres aussi soldats qui ont été emprisonnés, peut-être après relâchés. Et donc, c'était ça le dilemme. Aujourd'hui... Donc vous estimez que vous les avez protégés en les capturant? Absolument. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est que les blessés, les premiers soins ont été donnés par le Freud aux blessés, aux soldats blessés. Et d'ailleurs, à tel point que le médecin qui est à l'hôpital du Soudan, soudanais, aurait dit c'est vraiment des gens qui ont quand même, qui savent faire par rapport... Qui savent donner les premiers soins. Les premiers soins, voilà. Et donc, on s'est soigné. Et ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui... Bon, mais vous avez émis des exigences pour les relâcher. Des exigences qui ne paraissent pas insurmontables, c'est de relâcher des prisonniers politiques, en fait. Écoutez, là, nous avons arrêté des soldats qui avaient les armes à la main, mais en tout cas qui sont rendus. Ok? Et nous sommes des belligérants, donc on les a considérés comme tels. Mais eux, ce qu'ils en prison, c'est de nomades. Il n'y a aucune charge contre eux, tout simplement parce qu'ils sont de la région. Il y a aussi des prisonniers politiques. Tout simplement parce qu'ils sont prisonniers. Les prisonniers politiques, il y a des gens qu'on a arrêtés aussi à l'époque à Balbala en 2021. Lorsque, par exemple, il y a eu le ratonnade dans ces quartiers-là. Et dans tous ces mois-là, il y a deux personnes justement qui sont extradées. Il y a un ancien militaire de l'aviation, lieutenant Fouad Ali Youssouf et Barkat Ali Odoum, et qui ont été tous les deux extradés d'Éthiopie. Et bon, dans des conditions discutables, d'ailleurs. Absolument, dans des conditions très discutables, ça n'a aucune règle n'a été respectée du point de vue du droit humain, ni des droits même tout court. Et donc, nous demandons la libération de tous ces prisonniers politiques. Parce que c'est un geste, non seulement à l'égard des familles de toutes ces populations-là, mais c'est aussi, j'allais dire, pour démontrer ici que nous sommes favorables dans Très bien, je vous suis. Mais alors, si le gouvernement refuse de relâcher ces gens-là, ces prisonniers qui sont des prisonniers politiques, et je conteste tout à fait comme vous leur incarcération, mais si le gouvernement ne les relâche pas, vous allez garder les otages? Écoutez, je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas, aujourd'hui, ne pas libérer ces prisonniers-là. La raison est que la population
exige que ces prisonniers soient libérés. Donc nous prenons à témoin aussi bien la population que les pays voisins, que la France, les États-Unis, que voilà notre bonne volonté, un mouvement dont on dit qu'il est terroriste, non seulement il soigne les blessés qui l'ont fait, non seulement ils prennent soin des prisonniers, mais aujourd'hui ils sont prêts à libérer à condition qu'ils libèrent des gens qui sont emprisonnés, mais injustement, arbitrairement. Je comprends. Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir qu'est-ce que vous proposez à la population. Quels sont les messages que vous voulez envoyer à la population? Parce que la population, on a probablement assez, je ne suis pas là-bas, mais on a sûrement assez du régime, de ces injustices, de la justice corrompue, des détournements d'argent, etc. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, avant de faire cette proposition, je voudrais quand même dire un mot à l'armée, aux militaires. Aujourd'hui, dont les conditions d'ailleurs de vie sont très exécrables, dont les familles ne trouvent pas les soins nécessaires, de ne pas mourir, de ne pas servir de chair à canon à un régime mais qui détruit leur famille, qui détruit l'avenir de leurs enfants. Donc inutile. Et c'est pourquoi nous on propose aujourd'hui à tout le monde, à toute la population djiboutienne, à l'armée, aux forces démocratiques, aux associations et tout ça, qu'il y ait dans ce pays-là une transition. Ce régime-là a fait la démonstration qu'il ne peut pas s'amender, qu'il ne peut pas se réformer, et chaque jour qui passe, c'est chaque jour où les gens ont faim, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Vous vous rendez compte, depuis 2 ans, depuis 3 ans, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas avoir du lait, parce qu'il y a un monopole du lait qui a été octroyé au fils d'Ismaël Omar Guelleh, et qu'aujourd'hui les enfants ne peuvent même pas se développer, parce que sans lait, les enfants, comme tout le monde le sait, ne peuvent pas se développer. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas se fournir un lait. Vous vous rendez compte? Vous êtes sûr de ce que vous nous dites là? Absolument sûr. Écoutez, les enfants aujourd'hui ne peuvent pas avoir de lait normal. Et le seul lait qu'ils ont, c'est-à-dire comme offre, c'est les laits vendus par le fils d'Israël. Et donc... Et qu'est-ce qu'il a ce lait? Ces laits, écoutez, beaucoup de gens disent que franchement c'est des laits qui est porteur de diarrhée, qui est enfin. Vous voulez dire qu'il n'est pas sain. En tout cas, il faudrait que vraiment que les organismes puissent contrôler ces laits, et ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une transition. Personne n'a dit que voilà, dans l'Afrique de l'Est, il y a eu souvent la conquête du pouvoir par les armes, c'est vrai, c'est-à-dire au Rwanda, en Ouganda, en Érythrée, en Éthiopie. Mais ce que nous proposons, c'est plutôt, bien sûr, il faut créer un rapport de force au niveau armé pour faire face à la garde républicaine et tout ça, mais que nous proposons qu'il y ait une transition, c'est-à-dire rassembler tout le monde pour qu'il y ait un pouvoir de transition. Une période de transition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, passer de la case de dictature à la démocratie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous proposons à toutes les tendances, même s'il y a des divergences politiques sur tel ou tel aspect. Oui, mais ça a déjà été proposé et pour le moment ça n'avance pas. Ça a été proposé, mais à chaque fois il faut réitérer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Les élections, nous savons dans ce cadre-là, c'est que ça veut dire. C'est que ça veut dire c'est des gens qui vont nommer et qui vont être députés ou ministres. Donc il n'y a pas d'élection pluripartite dans ce pays-là. C'est tout le monde qui sait. Mais alors comment vous voyez cette transition? Par la force? En tout cas, il faut créer d'abord les conditions nécessaires, c'est-à-dire un rapport de force. Et ensuite, je pense que beaucoup aujourd'hui de la population qui aujourd'hui ont peur, qui craignent même de manifester et tout ça, seront de la partie, parce qu'il faut créer ces rapports de force. Et nous, en tout cas, nous allons jouer notre rôle dans cette création. Oui, mais qui dit rapport de force dit forcément des victimes. C'est la raison pour laquelle nous lançons encore une fois à l'armée, à la police, de ne pas faire face
par exemple, à la résistance, ou de ne pas, par exemple, réprimer les populations qui vont manifester. Nous leur demandons encore une fois, parce que ça y va aussi de leur intérêt. Leur intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir que leurs enfants puissent avoir le lait qu'ils veulent, qu'ils aillent à l'école, qu'ils mangent à leur faim, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim aujourd'hui. Donc votre message, c'est il faut une période de transition, et pour cela, il faut un rapport de force, mais évitons les morts, les blessés, tout cela, en convainquant l'armée, la police, de ne pas intervenir, parce que c'est contre leur intérêt aussi, ils font partie de la population. Exactement. Et lorsqu'on voit la condition de vie, de leur condition de vie, la condition de vie de leur famille et tout ça, et nous en savons quelque chose avec les gens qu'on a eus, c'est-à-dire c'est des gens qui touchent 30 000, 35 000 francs par mois. Et donc, leur condition même de vie aujourd'hui dans les casernes, tout ça, c'est exécrable, ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de militaires ne veulent pas faire la guerre. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à mobiliser tous les soldats qui l'ont recruté depuis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils commencent un peu à faire appel à des mercenaires, oui. Soit des Somalis, soit des Gourgouras, mais en Éthiopie ou en Somalie, c'est aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a vendredi, il y a le frère d'Ismaël Marguerite qui s'appelle Saleh Marguerite, Ismaël Tani, sont tous partis en Éthiopie pour essayer de recruter des Gourgouras, les autres Somalis là-bas, parce que l'armée ne veut pas, l'armée djiboutienne, enfin la majorité d'entre eux n'ont pas envie de se battre aujourd'hui pour un régime qui se battent contre leur population. Exactement. Très bien. Ben écoutez, j'enregistre tout ça. Merci. Je vous remercie. Et à bientôt. À bientôt et merci.